Un porte-avions américain à 13 milliards de dollars vient d'essuyer des tirs dans le golfe Persique. Et pour la première fois depuis des décennies, une opération militaire méticuleusement planifiée est en train de s'effondrer en direct sous les yeux du monde entier. J'analyse les dynamiques géopolitiques et les conflits armés depuis plus de 10 ans. Et ce que je vois dans les données en ce moment, c'est quelque chose que personne dans les grands médias ne veut vraiment vous dire. Parce que la réalité sur le terrain contredit presque point par point le discours officiel de Washington. Voici les faits bruts. L'opération baptisée Epic Fury a été lancée un samedi matin en plein Ramadan. La liste des cibles était précise, chirurgicale, calculée depuis des semaines. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le commandant des gardiens de la révolution islamique ont tous été éliminés lors des premières frappes. En tout, 48 hauts responsables politiques et militaires iraniens ont perdu la vie dans les premières heures de l'opération. Les États-Unis et Israël ont immédiatement présenté cela comme un succès opérationnel et renseigniste sans précédent. Un exploit, une démonstration de puissance, une victoire annoncée. Seulement 36 heures après les premiers bombardements, tout ce scénario s'est désintégré. L'Iran ne s'est pas effondré, son armée n'a pas déposé les armes, sa population n'est pas descendue dans les rues pour célébrer une libération, et ses canaux diplomatiques, y compris ceux mobilisés par l'Italie qui jouait le rôle de médiateur, viennent d'informer Washington qu'aucun cessez-le-feu n'est envisageable. Pas maintenant. Pas à ces conditions. Voilà où nous en sommes. Jour 2 d'une opération prévue pour durer 4 à 5 jours maximum. Et les hypothèses fondamentales qui la sous-tendaient se sont toutes révélées fausses. Ce que personne ne vous dit vraiment, c'est que cette opération reposait sur un modèle emprunté à un autre conflit, dans un autre pays, avec une autre structure politique et sociale. Et ce copier-coller stratégique est précisément ce qui est en train de la faire dérailler. Les architectes d'Epic Fury avaient les yeux fixés sur Damas, sur ce qui s'était passé en Syrie en décembre 2024. La logique était simple, presque séduisante dans sa linéarité. Éliminer la tête du régime et le corps s'effondre. Les forces de sécurité se dissolvent. La population célèbre. Une transition politique s'amorce d'elle-même, presque organiquement, vers un gouvernement plus coopératif avec les intérêts américains et israéliens. Ce modèle, appelé dans les cercles analytiques le modèle syrien, avait semblé fonctionner. Il était donc logique, dans l'esprit des planificateurs, de le répliquer. Mais l'Iran n'est pas la Syrie. Ce n'est pas une comparaison superficielle, c'est une différence structurelle fondamentale. L'Iran possède une constitution avec des mécanismes de succession explicites, un conseil constitutionnel de succession qui peut nommer un nouveau guide suprême, même en temps de guerre, une armée régulière et un corps des gardiens de la révolution islamique qui fonctionnent en parallèle avec des chaînes de commandement redondantes et une culture politique de résistance qui remonte à plus de 4 décennies de confrontation avec l'Occident. Voici ce que les données révèlent vraiment. En moins de 24 heures, l'Iran avait nommé de nouveaux commandants militaires. En moins de 24 heures, plusieurs vagues d'attaques avaient été lancées contre des bases américaines dans la région. Et pour la première fois en combat réel, le missile hypersonique Fatah a été déployé opérationnellement. Un signal clair. La capacité militaire iranienne n'était pas enterrée avec ses généraux. Et pendant ce temps, à Téhéran, dans les rues, ce n'étaient pas des scènes de liesse. C'étaient des manifestations massives réclamant vengeance. Des milliers de personnes descendant spontanément pour réclamer des représailles. Une unité nationale forgée dans le deuil et la colère. L'administration Trump avait parié sur une population qui accueillerait favorablement la décapitation de son propre régime. Elle s'est retrouvée face à une population soudée comme rarement dans son histoire récente. Décomposons ce qui s'est vraiment passé, étape par étape. Le document de planification interne, tel que rapporté par des médias israéliens, prévoyait un calendrier extrêmement précis. Frappe le samedi. Mort des leaders iraniens le dimanche. Population dans les rues lundi, mais pour célébrer.
Processus de transition politique amorcé dès mardi. Et pour couronner le tout, marché financier s'ouvrant mercredi sur un narratif de victoire propre et assumée. Chaque ligne de ce calendrier a été invalidée. Pourquoi? Parce que le modèle reposait sur ce que les analystes appellent une théorie de l'effondrement par décapitation. L'idée que retirer les têtes d'un régime entraîne automatiquement la désintégration de ses structures, que les forces de sécurité déboussolées fusionneraient avec des groupes d'opposition pro-américains, que la population libérée de ses dirigeants embrasserait spontanément une transition. Ce modèle peut fonctionner dans certaines configurations très spécifiques. Il échoue systématiquement face à des États qui ont investi massivement dans la résilience institutionnelle. Et l'Iran, depuis 1979, a fait exactement cela. Chaque crise, chaque pression extérieure, chaque tentative de déstabilisation a conduit le régime à renforcer ses redondances, ses mécanismes de continuité, ses structures de succession. Le résultat, quand les frappes ont eu lieu, le système iranien a encaissé le choc, pas sans dommages, mais il a encaissé. Sur le plan militaire, l'USS Abraham Lincoln, ce colosse flottant à 13 milliards de dollars australiens, est venu sous le feu ennemi. Un pétrolier battant pavillon panaméen, le Skylight, a été touché et coule actuellement au large des côtes omanaises. Le détroit d'Ormuz est partiellement fermé. Les primes d'assurance maritime ont bondi à des niveaux jamais vus depuis les guerres de pétroliers des années 1980. Plusieurs compagnies refusent désormais toute couverture pour les navires entrant dans le Golfe. Le prix du baril de pétrole grimpe vers 120, certaines projections évoquant 130 $. Les marchés mondiaux réagissent, les routes de livraison sont perturbées et les conséquences économiques d'une opération qui devait durer 4 jours maximum commencent à ressembler à celles d'un conflit prolongé. Sur le plan diplomatique, l'Italie a présenté une proposition de cessez-le-feu à Téhéran. Elle a été rejetée sans ambiguïté. Ce n'est pas un simple camouflet protocolaire. C'est un message stratégique explicite. L'Iran refuse de valider le schéma américain de sortie rapide. Il n'accordera pas à Washington la porte de sortie négociée que l'administration Trump avait soigneusement planifiée. La Chine et la Russie ont publiquement condamné les frappes américaines et israéliennes. Pékin et Moscou réclament une cessation immédiate des hostilités. Ce positionnement n'est pas anodin. Il crée un cadre multilatéral de pression sur Washington au moment précis où l'administration américaine a le moins de marge de manœuvre. L'Arabie saoudite, le Qatar, Oman, ces acteurs régionaux qui jouent traditionnellement un rôle de médiation dans les crises du Moyen-Orient, se retrouvent eux-mêmes impactés par les frappes iraniennes, ce qui complique considérablement leur capacité à intervenir comme intermédiaire. Et Israël? Netanyahou présente publiquement l'opération comme un succès retentissant. Mais en privé, selon des analystes israéliens, le mot qui circule est différent. Le mot qui circule, c'est imprévisible. Voici le moment que je veux que vous reteniez. Voici ce que personne dans les cercles officiels ne veut admettre publiquement. Il existait un document de planification interne rédigé avant que le premier missile ne soit tiré. Ce document décrivait une opération millimétrée. Il décrivait les cibles, les délais, les réactions attendues de la population iranienne, les mouvements diplomatiques et la fenêtre de sortie négociée. Il décrivait une guerre de 4 à 5 jours avec une fin prévisible et une victoire narrativement acceptable. Ce document est maintenant caduc dans sa quasi-totalité. Chaque hypothèse qu'il contenait sur le comportement de la population iranienne a été démentie. Chaque projection sur la désintégration des structures militaires s'est avérée fausse. Et la sortie diplomatique qu'il anticipait comme évidente, cette sortie a disparu le jour où l'Iran a dit non à l'Italie. Ce n'est pas juste un échec tactique, c'est la preuve que le raisonnement stratégique fondamental qui sous-tendait toute l'opération